Bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui après cette période de vacances. Alors, bien méritée, je ne sais pas, mais période de vacances quand même. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter, ainsi qu'à mon invité de ce jour, le meilleur pour cette année 2022. Qu'elle soit remplie de bonnes bières à déguster. Dans cet épisode, nous recevons comme invité Zitophile Globetrotter. Celui-ci n'hésite pas à chevaucher sa moto et à avaler du bitume pour découvrir de nouvelles brasseries et rencontrer les maîtres brasseurs de perles houblonnées. Patron, gérant, enfin je ne sais pas comment on va pouvoir le dire, il nous le dira tout à l'heure, de la société AR Pivot Import et zytologue de formation. La Bière Patrie a le plaisir de recevoir monsieur Arnaud Radou. Bonjour Arnaud. Bonjour Kevin et merci de me recevoir en ce début d'année et encore une fois, bonne année à tous et bonne santé surtout. Surtout, oui. Alors, petite précision pour cet épisode. Alors, je ne sais pas quand ce sera disponible, mais normalement, on aura une version filmée cette fois-ci. Donc, peut-être un jour disponible sur YouTube, on verra. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion de déguster une bière. Alors j'en avais un petit peu discuté avec mon invité au préalable. Il m'avait dit j'aimerais quand même bien une certaine sorte. Donc je vais vous expliquer. C'est une bière de la brasserie de Silly, brasserie du Hainaut, créée en 1850. Mais comme beaucoup de brasseries à l'époque, c'était avant tout une ferme où on brassait pour les saisonniers qui travaillaient dans les champs en été. Pour ceux qui sont déjà intéressés à l'histoire brassicole, surtout brassicole belge en l'occurrence, c'est comme ça qu'est né le style de bière appelé saison. Aujourd'hui, c'est la 6e génération de la famille qui est aux commandes avec les cousins Lionel et Bertrand Van der Hagen. Alors, je sais pas si je prononce bien, mais je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Pardon? Pardonnera. Oui, je pense. Il propose une gamme assez large de styles différents et nous allons déguster tout de suite le Silly Scotch Barrel Aged. Mais quelle version me direz-vous? Parce que c'est vrai qu'il y a eu déjà plusieurs versions. Il y a eu la version cognac, Porto, Bourbon. Tu connaissais cette série Non, sur les alcools comme ça au précieux non, mais sur les vieillissements en fût de vin rouge particulièrement oui, et j'en suis fortement adepte. Ah ben voilà, là t'as déjà dit ce qu'on allait voir, c'est magnifique. Donc ici on va ouvrir la version fût de vin de Bordeaux et plus précisément une appellation d'origine contrôlée, l'appellation Pessac-Léognan. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur la bouteille? Alors je sais pas ce que tu en penses toi, mais ils ont quand même été sur l'aspect vin, bouteille de vin. Ouais, voilà, on peut pas se tromper sur la volonté de la brasserie pour mettre en avant un produit vieilli de telle façon en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc je vais la montrer à la caméra, donc elle sera disponible de toute façon sur les réseaux sociaux, vous le verrez, on va publier des photos évidemment de la bouteille et des verres. Écoute, je te propose d'ouvrir ça, ce serait dommage de la laisser dans la bouteille, non? Allons-y gaiement pour commencer cette année. J'y vais. Alors c'est un petit peu, comment est-ce qu'on dit encore, je ne me rappelle plus. La partie métallique au-dessus de la bouteille. À mon avis, certains auditeurs pourront nous aider parce que moi, je suis incapable de te le dire. Je l'ai dit, mais évidemment là, pendant le podcast, ça aurait été trop beau que je m'en rappelle. Honte à moi. Honte à nous. Je le dirai dans le prochain épisode. Allez, devant le micro, c'est encore mieux. Un peu d'émotion. Oui, là, ça va être plus que de l'émotion. Elle avait hâte de sortir pour nous, mais c'était le champagne du Nouvel An, mais là, autant vous dire qu'il y en a partout. Ouais. Petite catastrophe, mais rien de grave. Elle était précise. Ça faisait longtemps qu'on l'avait en quin. Alors, je vais quand même faire un petit glouglou devant le micro pour que vous l'entendiez. Voilà, c'était un mini, parce qu'il a fallu récupérer un petit peu
ce qui se passe ici. Alors, je vous le dis, honnêtement, c'est mouillé partout. Ça n'a ni atteint l'ordinateur, ni atteint la console, mais on n'en est pas loin. On a sauvé les meubles. Voilà, comme ça on en a tous les deux. Alors, on va, même chose, essayer de mettre ça plus ou moins. Hop là. Ah, quel professionnel. Ouais, on essaye, il faut prendre de l'expérience là où on peut. J'en aurai sur le t-shirt et tout, c'est pas grave. En vidéo, ce sera dans le bêtisier de... Bêtisier 2022, déjà disponible, et oui. Je commence à fournir déjà, c'est une bonne chose. Donc voilà, on a une bière, comme tu as pu le montrer à la caméra, brune, avec des reflets cuivrés orangés. Le service n'a peut-être pas été idéal parce que je me suis fait un peu déborder par les événements, mais la mousse après 1 ou 2 minutes, il reste je vais dire un demi-centimètre, un petit demi-centimètre. Un petit col bien présentable. Ouais. C'est vrai que souvent les bières vieillies en fût, on ne garde pas des doigts et des doigts de mousse. Non, c'est pas interminable ça. Oui. On peut parler de la turbidité. Elle n'est pas opaque, mais il y a quand même voile. Oui, c'est léger, c'est pas. Oui. Alors. Très très léger. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne verront pas le podcast, c'était une bouteille de 75 centilitres. Donc on verra dans la suite de la bouteille, peut-être qu'avec les levures, elle sera un petit peu plus certainement, oui. trouble, mais voilà, elle est belle, je trouve. Elle est, hein, ça rappelle déjà un petit peu le côté vert. En tout cas, elle donne envie. Elle donne envie, oui. Si vous savez. Je parle un peu trop déjà, ne serait-ce que de l'aspect. On va quand même mettre le nez dedans, voir ce que ça dit. Oui, bien sûr. Je t'ai pas entendu pour, hein, mais bon. C'est un grand professionnel. On ressort très vite l'enfûtage, en tout cas, dans le caractère vineux au nez. C'est ça. On a quand même pas mal le côté raisin, ouais. Mm-hmm. Alors moi, je suis... alors, on aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard, parce que la personne dont je vais parler ici, Arnaud, la connaît très bien. Et Vincent, je te fais un petit coucou, on en a parlé ici. Salut Vincent, quand tu nous écouteras. Oui, on regarde pas. On l'espère. On en a parlé ce week-end. J'ai tendance à être un petit peu... sensible au nez métallique, et là pour l'instant je le retrouve un petit peu dans le verre ici. Maintenant à mon avis ça va métallique de quoi, genre DMS ou les trucs comme conserve ou quoi, tu veux dire quoi par là? Non, pas DMS du tout, mais vraiment ce côté métallique quand tu sors du fer. Alors ça peut... C'est pas le plombage qu'on t'a fait avant-hier ou... Pas du tout. Les dernières fois que j'étais chez le dentiste, je n'avais aucun problème, tu vois, donc ça mieux que ça reste comme ça. Ouais, ce n'est pas ça. Non, mais ça va probablement disparaître. Ça peut arriver des fois, parfois, par rapport au matériel utilisé, ou parfois ça arrive aussi par rapport à l'eau. Aussi, oui, forcément. Mais très important. Ouais. Mais oui, c'est quand même ces notes vineuses, comme tu le disais tout à l'heure, qui ressortent. Alors je le dis quand même parce que ça peut, je vais dire, changer, ça peut apporter des détails sur notre dégustation. La bière, c'est pas une bière de cette année. J'ai eu l'occasion de la voir, je pense, l'année passée. Donc elle est déjà restée en cave, elle a déjà vieilli un peu en cave. La date, je pense que c'est 2023 pour la date de consommation. Oui, c'est 2023, mais c'est Arnaud savoir quand le lot a été fait, ça c'est une... Oui, mais il est pas mentionné, mais bon. Oui. Ça c'est pas sur des bières de cette acabit-là, c'est un petit détail, on va dire. Ouais. Donc garder assez longtemps. Écoute, je pense que maintenant on peut quand même goûter un petit peu, non? C'est qui fait soif, mon ami, c'est pas... Allez, santé à toi et santé à vous, n'est-ce pas? Santé, ami, et puis essayer de découvrir par ces images ou ces quelques mots.
Et on va essayer de vous faire découvrir aussi le produit. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, moi, le côté vineux, c'est sûr et certain, il y est. Et il y a On même, peut pas se tromper là. non, et il y a même la petite pointe d'acidité, je trouve. D'acidité, moi je pense avoir, comme je te l'avais dit juste avant, avoir goûté ce vieillissement-là de Scotch de chez eux, il y a à peu près 2 ans, quand il est sorti. Et à l'époque, j'étais plus sur le fruit. Oui. Et ici, c'est vrai qu'avec la petite maturation, peut-être de 2 ans, quelque chose comme ça, 1 an et demi, 2 ans, il y a un petit côté un peu plus surate, pas dérangeant du tout, c'est pas une sour, c'est pas une bière acide. Non. Mais c'est la transformation qui commence un peu à faire effet au niveau de l'âge de la bouteille, quoi. Donc Ouais. c'est pas désagréable du tout. C'est une bonne facette, c'est pas. On a aussi le côté, je trouve, caramel de la bière, enfin du scotch. Oui, ça, c'est fait, c'est pas perceptible, c'est pas en force, hein. C'est surtout le côté vineux qui est mis en avant. Ouais. Enfin, elle est agréable. Après, il faut vraiment aimer ce côté vin et ce petit côté acide. C'est sûr que si on n'aime pas ce côté acide, c'est peut-être un peu plus. Oui, mais avec la rondeur comme tu disais si bien, avec les maltes torréfiés et qu'ils y mettent, on retrouve un petit côté caramel. Le café, peut-être pas, il y a assez de rondeur, donc côté café, pas fort souligné, mais c'est d'abord l'arôme et le goût du vieillissement qui vous vient en bouche, tout d'abord. Et puis c'est une petite fève, pardon. Vous allez découvrir le côté caramel, comme disait Kevin, sur la fin de la perception en bouche de cette bière. Je sais pas trop dire plus. C'est déjà Non, pas mal. mais c'est très bien. Alors cette fois-ci, j'avais pas fait l'erreur de la mettre au frigo. Ça. Non, savoir que des bières comme ça, il faut pas oublier que c'est pas des blondes où on sert à 4-5 degrés. Ouais, c'est ça. Il faut servir à 10 degrés en général, c'est pas mal. Alors 8 12. Ouais. Mais plus chaud, ça ne sert à rien. Mais trop froid, ça va pas vous permettre vous n'allez pas rechercher tous les arômes et vous allez pas avoir du mal à goûter vraiment toutes les subtilités de ce breuvage qui est, je veux pas dire exceptionnel, mais bon, ça court pas les rues non plus. Fort agréable. Fort agréable. Ouais. Elle était quand même en cave, donc elle reste quand même fraîche, mais voilà, on va avoir l'occasion de pouvoir la laisser un tout petit peu prendre l'air, s'acclimater. Voilà, prendre l'air et s'acclimater, comme tu le dis si bien. Et de toute façon, on va encore en déguster un petit peu après, hein, donc bien sûr. Il y a pas de souci avec ça. On donnera notre ressenti un tout petit peu plus tard. On va commencer par le premier la première rubrique, comme je fais à quasi chaque épisode. C'est Stanley alors, Stanley rubrique, c'est ça? Stanley rubrique, très joli. Premier petit jeu de mots. Je compte sur toi. On arrive à combien? Tu paries sur combien? Je sais pas. Là, Monsieur Novak Djokovic va compter les points et je l'appelle dans son hôtel. On verra bien. Ça va, ok. Oui, si vous entendez ça beaucoup plus tard dans l'année, évidemment, ce ne sera pas. On aura perdu le fil là. Éteignez votre écran, il faut abandonner. C'est ça. C'est maintenant ou jamais. Je lance le petit jingle et on se retrouve juste après. Alors, mon cher Arnaud, dis-moi. L'interview si tu n'avais. C'est ce moment-là que j'y vais. Non, tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Alors c'est pas bien compliqué, mais je vois bien que les invités sont parfois dans l'embarras, ils ne savent pas quoi choisir. Aïe. Mais ça va bien se passer. Alors Arnaud, si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait Chimay doré. Chimay doré. Ouais. Ah oui. C'est la première fois qu'on me l'a fait. Ce sera pas la seule, parce que si c'est jusqu'à la fin de la vie, il va en avoir des tonneaux. Je suis pas vieux, alors. Chimay doré. Attends, il y a le père Abbé de l'abbaye de Fourmont, je vais l'appeler pour qu'il me fasse un stock.
Non, Chimay doré, non, sans blaguer, ouais. Bah, parce que c'est une bière, moi j'aime bien les trappistes. Bon, j'aurais pu dire Chimay bleu aussi. Mais bon, je vais pas m'en enfiler 10 sur une heure de Chimay bleu. Donc, Chimay doré, ça reste une blonde plus légère même qu'une Jupiler traditionnelle. Et avec quand même un peu plus de caractère, mon ami. Un chouïa. Si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait? Tu commences à m'embêter, toi. Sérieusement. J'avais dit que ça mettait dans l'embarras. Une seule brasserie. Là, j'en vois franchement deux. Allez, on va faire une dérogation. Non, oui. En plus, avec deux personnages qu'on a eu la chance d'avoir comme formateurs à un moment donné, nous deux. À savoir qu'on a fait la même formation. Hein. Va pas trop vite. Va pas trop vite en besoin. Laissons un peu de mystère pour la suite des événements. C'est ça. Mais oui, non, ce serait, pour ma part en tout cas, ouais, on va dire qu'il y en aura deux, comme Kevin, notre hôte, hein. Non, pas notre hôte. Je suis chez lui, mais comme Kevin l'a dit, moi je verrais à la brasserie expérimentale, à Esneux, compagnie de Monsieur Leroy et de Monsieur Rien, mais aussi à la brasserie Mine, avec forcément Philippe Mine qui en est le propriétaire, mais avec Marc Lieremans qui est le maître brasseur et qui font des choses à se taper le cul par terre, excusez-moi l'expression, mais c'est un délice, surtout les enfûtages, en fûtage d'alcool ou en fût de vin, etc. Je te laissais justement terminer, mais je voulais justement rebondir là-dessus. C'est vrai que cette année, ils ont encore sorti une belle panoplie, toute cette série-là, vieillie en fût. Ils ont vraiment une très belle série. Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait? En sachant que tu en as déjà fait. Mais ça, ce sera pour plus tard aussi. Le Danemark. Danemark? Ouais, Danemark. Et pour une raison bien particulière ou pas par raison? Oui, il y a quand même quelques brasseries telles que il y a pas que la Carlsberg, hein. Malheureusement, il y a pas que ça. Non, mais comme Mikkeller et d'autres bien représentés où ils osent pas mal de choses. Ils sont ouverts à plein de choses au niveau des innovations de leurs différentes bières. Et c'est ça que j'apprécie fortement. Et comme c'est un pays qui est pas très loin non plus, qui serait sûrement agréable à visiter pour d'autres choses. Mais non, niveau brassicole, ce serait à mon avis, il y a un petit intérêt quand même à aller un petit peu près de s'imprégner de cette culture un peu différente de la nôtre, quoi. Ok, super. Danemark, on retient. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait? Oh là, mon invité est en erreur 404. Oui, là, je bug. C'est le bug de l'an 2022. C'est comme ça. C'est rendez-vous l'année prochaine. Qui ne connaît une bière, oui. Ou plutôt un style, si non, du tout. Non, j'ai déjà mon idée, mais bon, comme mon éventail, mes références grandissent de mois en mois, il faut aller trifouiller dans tout ça. Je crois que tu as un stock de Chimay doré maintenant. Moi non, j'ai une bière il faut aussi choisir une bière accessible, déjà en alcool, hein. Si cette personne n'a jamais goûté de bière, faut pas non plus lui mettre un Imperial Stout à 12 degrés, faut pas faire un coma tout de suite, hein. Pas tout de suite, pas en faire un peu plus tard. Mais non, ce serait peut-être une dynamite de chez la brasserie d'Expérimental. Ouais. Parce que c'est une bière basse en alcool et qui a des saveurs extraordinaires, surtout au niveau des houblons aromatiques, avec des saveurs tropicales, mangue, légèrement un peu agrumes, mais surtout les fruits de la passion, mangue. Et c'est un bon premier pied dans la bière pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose. Et ça permet déjà de voir ce qu'on sait faire avec des petits produits bien de chez nous en général. Donc, je prendrai la dynamite de chez eux. Ouais. Ok, on fait un coucou à Johan et à Christophe. Oui, et puis, un grand coucou et une bonne année à eux qui nous voient. Et la dernière alors pour cette interview là, si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait?
La cave de Kevin. Mais ça, on pourra pas filmer. Les ondes ne passent pas. Non. Mais... Non, comme endroit, oui, comme spot, comme lieu, insolite ou pas, ou la maison des brasseurs sur la Grande Place, ce serait pas mal. Mais bon, c'est pas ouvert forcément à tout le monde, à chaque heure. Mais à 2-3 personnes au col du Calibier, au sommet du col du Calibier, avec une bonne petite fraîcheur, avec un beau soleil. Ça peut être sympa aussi, mais pas trop de monde. Avec un cercle d'amis restreint. Comme j'y suis déjà passé, je sais de quoi je parle. Oui, mais déjà passé pour boire des bières ou... Je vais appeler mon avocat. Allez, je vous laisse avec le jingle, on se retrouve juste après. J'en ai profité pendant ce petit jingle pour reprendre le saligo. Un petit coup. Je vais faire de même. Santé, n'est-ce pas? On arrive dans la discussion autour de l'invité. Donc, Arnaud, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Arnaud Radou. À la prochaine. Non, ça va faire un peu plus long, parce que sinon ça va pas être intéressant non plus. Moi, je m'appelle Radou Arnaud, comme je viens de le dire. Je viens de la région de Liège, plus vers Warem. Bon, ça, c'est un détail. Et je suis arrivé un peu, c'est ce qui nous occupe, cette soirée ici avec Kevin. Je suis arrivé dans le monde, pas dire dans le monde de la bière, mais j'ai commencé à rentrer dedans d'abord en découvrant certains des produits locaux qu'on fait ici dans le coin, mais aussi en s'investissant d'une manière bien particulière, parce que c'était pas prévu à l'avance. Ma belle-mère à moi, la compagne de mon père étant croate, on a déjà passé quelques moments là-bas et tout à fait par hasard, une fois on passe la porte de l'Alliance française, c'est un organisme qui s'occupe de la promotion de la culture française à tout point de vue, culture française francophone, pas que française, dans le monde entier. Ici, c'était sur Split, donc mon père prend contact, ils font connaissance, etc. Et certaines personnes sur Split, et aussi le consulat honoraire, Monsieur de Negri, que je salue au passage, a proposé, on a parlé dans son cercle d'amis, et éventuellement de nous proposer à nous de faire la promotion de certains produits belges, notamment la bière. Mais le souci, s'il y en a, c'est qu'à la base, on n'était pas du tout de ce milieu-là. Donc on s'y est pris au jeu. On s'est dit pourquoi pas, ça va pas non plus nous mettre en défaut. Donc on est arrivé là une année, donc c'était en 2015-2016. On a commencé à faire des présentations sur l'histoire de la bière, sur les différentes bières qu'on produisait ici en Belgique. Et puis forcément, ça terminait par une dégustation, c'est bien normal. Et puis on l'a fait un an, puis la deuxième année, on était invité aux fêtes de la francophonie, puis on a fait Dubrovnik aussi, on a fait Split, on a fait Zagreb, on a fait Osijek dans le nord-est de la Croatie, et on s'est pris au jeu, et les gens étaient intéressés, tout le monde était intéressé pour goûter des bonnes choses, ça va de soi. Et puis ça c'est un peu, on va dire, éteint, entre guillemets, ils ont plus une tradition, je vais dire, plus axée sur le vin, vu que la Croatie est à l'époque, et toujours maintenant, un très grand producteur de vin et de raisin. Et je m'étais dit, en rentrant du pays, les mois et les années ont suivi, je vais bien quand même m'intéresser un peu plus à la chose, plus professionnellement, on va dire, ça reste une passion, ça reste un hobby, c'est pas mon travail principal. Et donc, je me suis inscrit à une formation qui est disponible à l'IFAPME, donc en zytologie, donc pour découvrir un peu tous les aspects
de la bière, de dégustation, la fabrication, enfin tout ce qui tourne autour de la bière. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Pourquoi pas, on y reviendra. Donc ici, en somme, vous faisiez avec ton papa, si je ne m'abuse, oui, c'est bien ça. Oui. la promotion des. Oui, des on a commencé. Oui, c'est vrai que ça, j'ai pas forcément pensé tout de suite à passer par ce petit aparté là. C'est que oui, nous, quand on nous a proposé de faire la promotion des bières, on a commencé à sillonner un peu les brasseries renommées de nos quartiers, on va dire. Et un jour, on a pris contact avec, en exemple, avec la brasserie de l'abbaye de Val-Dieu, qui se trouve pas tout près, c'est quasi au Belge, c'est tout près de chez Kevin aussi d'ailleurs. Et eux on a présenté le projet, on va présenter, on va essayer de faire découvrir certains produits belges, et notamment un produit brassicole belge sur la Croatie. Et à l'époque, on a présenté le projet, puis quelques semaines après, on nous a dit ok, Monsieur Radou, à l'époque c'était mon père qui était chargé de faire ça, moi j'étais suivais un petit peu, mais parfois un peu de loin. Et puis oui, ça a été d'abord là-bas, l'abbaye de Val-Dieu. Ils nous ont consacré quelques lots pour en faire la promotion. Et puis ça a été là aussi la brasserie Caracol qui se trouve pas loin de Dinan, entre Dinan et la frontière française de la vallée de la Meuse, pas loin du moins. J'ai oublié le village précis, mais bon ça me reviendra sûrement. Et qui a une particularité assez rare, c'est que je crois qu'il y a 2 ou 3 brasseries sur la Belgique, si je me trompe pas, pardon. Et en fait, leur brassage est fait à l'aide de feux de bois. Si toutes les brasseries, je veux dire, modernes, de l'ère moderne, de l'ère industrielle, font ça sûrement au gaz ou peut-être à l'électricité, mais surtout au gaz, parce que un meilleur rendement, plus propre, plus facile. Mais là, ils ont toujours une technique ancienne à faire un moudre aussi, à faire pas une farine, mais il faut moudre un peu le malt d'orge qu'on le reçoit et les différents céréales, afin d'en extraire vraiment tout le sucre, tout l'amidon, etc. plus facilement, de dextrose, etc. Donc plus sur le temps précis, mais vous m'excuserez. Et c'est une technique, diverses techniques anciennes, dont la cuisson, mais la chauffe au feu de bois des différents brassages qu'ils font. Petit guillemet pour l'explication. Et puis nous sommes allés aussi dans le nord du pays, donc du côté de la brasserie de chez de Brabandereux, qui font entre autres la bière Bavik, qui est une bière, une pils du nord du pays, mais aussi la Petrus, qui est un peu plus connue, qui sont des bières rouges de Flandre, typiquement, etc., qui sont aussi pour certaines, partiellement ou entièrement vieillies en fût aussi, pour certaines spéciales, certaines références chez eux. Nous sommes allés aussi pousser les portes de chez Alveman, du côté de Bruges, qui font entre autres la Strafe Hendrix, très réputée dans le pays et, à mon avis, au-delà des frontières aussi. La quadruple. Oh. Et l'héritage. Oh. Je vais m'en aller, oui. Non, pas tout de suite. Fais péter la quadruple, s'il te plaît. Oui, non, de très très bons produits. J'en suis aussi amoureux. Oui, je dois le dire aussi, mais on aime bien les bonnes choses. Malheureusement, ça ne fait pas. Ça, par contre, par rapport à la Chimay dorée, c'est un chouïa plus alcoolisé. Oui. Ça tient chaud l'hiver. 11 degrés, je pense qu'on peut dire que c'est un tout petit peu plus alcoolisé. Oui, on peut voyager tout en restant chez soi, en éteignant la télévision, c'est sûr. Mais donc voilà, avec eux, on a réussi à avoir un volume de bière et un choix de bière assez correct à les présenter là-bas. On avait aussi, je crois qu'on était parti aussi avec des gueuses. Malheureusement, je vois plus laquelle, mais du moins pour l'aspect, je vais dire, des bières belges, parce que la gueuse, c'est une bière à part entière, pardon. Excusez-moi, il se fait tard. Et qu'on ne peut pas mettre de côté. Ça fait partie de l'histoire brassicole et brassicole belge surtout. Et voilà, on a fait nos tours je vais pas dire dans tous les coins, mais dans certaines brasseries. Puis on a été un peu présenté ça là-bas quelques fois, comme je vous l'ai dit, dans plus des coins du pays.
en Croatie, qui est un très beau pays. Pour ceux qui ont déjà été, à mon avis, j'ai pas besoin de leur dire. Et puis voilà, ça s'est un peu essoufflé. Puis après, on a un peu continué Et donc, sur cette voie-là. ouais. Et donc la suite, maintenant, je le disais en introduction de ce podcast, j'ai parlé de ta société AR Pivot Airport. Alors je sais pas si je le prononce correctement. Oui, c'est écrit en français dans le texte, donc D'accord. tu le prononces bien. Tu peux nous expliquer peut-être ce que tu fais, ce que tu proposes comme service avec Oui, tout à fait. Ici, voilà, comme je vous l'ai dit d'abord, moi, c'est une activité complémentaire, donc je fais ça vraiment par plaisir et même, je vais pas dire pour dépanner, mais c'est plus par plaisir de faire ça. En fait, nous, en étant en Croatie, on a pris l'occasion de monter une petite société pour diverses choses, pour des projets industriels qui n'ont rien à voir avec la bière, mais aussi en parallèle avoir une petite filiale consacrée à ça, vu que c'était les premières demandes. Et donc mon père a élaboré un site internet, etc. aussi. Et puis on a eu j'ai fait ma formation, etc. Puis j'ai connu quelqu'un qui était caviste autre part qu'en Belgique, mais caviste de bière plus spécialement. Et nous, comme on avait déjà fait tout ce qu'il fallait au niveau démarches administratives et connaître aussi les façons d'exporter différents produits brassicoles belges, surtout au niveau des axes, c'est surtout ça le gros nœud du problème. C'est pas un problème, mais parfois c'est compliqué, c'est pas forcément parfois des plus clairs, mais voilà. C'est un peu contraignant, quoi. C'est largement contraignant si vous en parlez à des brasseurs de votre coin que vous connaissez peut-être, ils vous le diront tous. C'est une prise de tête malheureusement nécessaire si on veut exporter. Mais c'est pas forcément des plus marrants. Mais c'est pas impossible non plus. Il faut juste savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mais c'est pas possible. Et donc c'est dans le nord de la France. Oui, voilà, j'ai fait connaissance d'un caviste là-bas, d'ici bien Kevin me le rappelle. Et puis lui, les références belges qu'il sait pas forcément avoir facilement, même si en France, surtout dans le nord de la France où il est situé à Lille. C'est pas très difficile de trouver des bonnes références belges vu la proximité avec la Belgique, mais néanmoins il y a quand même des bières très spécifiques, déjà pas dire rares, mais pas nécessairement très faciles, très aisées à trouver ici en Belgique facilement. Donc moi je fais en sorte de lui faciliter la vie, donc je vais chercher les références. J'appelle les brasseurs, je prends contact et puis je vais chercher ce qu'il faut comme référence et puis après je fais le nécessaire pour lui transmettre ou alors lui qui vienne chercher les produits dont il a besoin, donc dans les grandes lignes. Ouais. Tu as, on l'a évoqué tout à l'heure, tu as suivi une formation en zytologie, pardon, Oui. à l'IFA PME de Liège. Il paraît. Oui, il paraît. Est-ce que c'est un plus pour ta société? Un plus, ça m'a apporté évidemment pas mal de choses. Oui, pour la société, je ne vais pas dire que c'est peut-être un plus. Pour moi, oui. Parce que j'ai appris à connaître d'abord le milieu brassicole, parce que je le connaissais pas. Avant ça, je le connaissais, mais très brièvement, pas vraiment dans son ensemble. Et ça m'a appris à savoir vers où me diriger, vers quel produit et quelle brasserie, etc. Même si toutes les brasseries sont bonnes à connaître, soyons clairs. Et puis une façon aussi de reconnaître les différents produits qu'on peut trouver, que ce soit en Belgique ou ailleurs, de savoir mettre des mots sur ce qu'on peut goûter, éventuellement guider peut-être des amateurs ou quoi sur la bonne voie ou sur du bon choix qu'ils pourraient faire au niveau de certaines bières, que ce soit peut-être pour des repas ou pour d'autres festivités. Donc oui, ça m'apporte pour la société peut-être pas, du moins j'en ai pas encore fait l'expérience, mais personnellement oui, ça m'a apporté pas mal de choses, de la curiosité aussi, parce que moi c'est plutôt aussi une forme de partage que j'aime bien dans cette activité-là, même si je la fais à mon goût, hein. Peut-être trop rarement, parce que j'aime bien d'être réuni avec quelques acolytes et de
comme maintenant d'ailleurs avec Kevin, de goûter, de partager nos ressentis sur différents produits. Et moi j'aime bien l'échange. Je pense que c'est primordial, mais dans ce milieu-là surtout, parce qu'on ne saurait pas faire ça. Et d'être curieux, de chercher des nouvelles brasseries, de prendre contact, d'aller sur place, de visiter, voilà, un peu ce genre de choses. On aura probablement l'occasion d'en discuter un tout petit peu plus tard dans la deuxième partie du podcast. Dans cette formation, alors je fais un peu l'innocent parce que du coup je sais très très bien ce qui s'y passe, mais les gens seront comme ça, auront peut-être envie d'aller s'inscrire. Exactement, oui. Mais je pense que un jour je contacterai le centre, Madame Julie, si elle est toujours là, et voir. Peut-être que ça ne les intéressera pas, mais peut-être de faire un podcast avec eux et parler plus amplement de la formation. Oui, mais voilà, pour expliquer en 2 mots, c'est une formation qui se fait en plus d'une année. Alors nous, on a eu la sale surprise d'être pris dans la période, la toute première période du Covid, où on devait terminer notre formation à ce moment-là. Donc on a rendu notre travail de fin d'études un petit peu plus tard. Mais donc c'est plus ou moins 1 année et demie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 18 mois à peu près. Ouais. On voit un peu tous les aspects, la fabrication, les matières premières, les accords mets et bières. Oui, on visite des brasseries. Il y a des visites organisées aussi, forcément. C'est bien d'avoir un peu de concret sur toute l'industrie, toutes les techniques pour faire les différentes bières, que ce soit plus ou moins industrielles, ou vraiment local et vraiment artisanal. Et oui, comme tu as si bien dit, vraiment une connaissance approfondie du produit sur la technique d'élaboration de tout ça, vraiment très précisément, des différents produits dont on a besoin pour ça, donc c'est-à-dire du malt, du malt d'orge, du malt aussi, du froment, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais essentiellement le malt d'orge, les différents houblons aussi, leur provenance, leurs caractéristiques, et puis à peu près tous les types de bières. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque cours, ça va donner envie à certains, à mon avis. À chaque cours, ça se terminait, je vais pas dire très souvent, c'était tout le temps, par une dégustation de minimum 3-4 produits, minimum, parce que parfois, il y en avait un peu plus. Alors je tiens quand même à faire une toute petite précision par rapport à ça. Il faut quand même reconnaître qu'on partageait les bières en 3-4. Donc à la fin du cours, on avait bu en somme que une bière et demie, on va le dire. Oui, non, on n'était pas en dessous du bec des 3 pompes, je vous rassure. Mais non, c'était clairement de la dégustation. Oui, comme on fait à peu près de 10 et 15 centilitres de bière chacun à peu près, mais avec 3, 4, 5 références tout au plus, et on apprenait justement les premières fois, tout le monde se regardait un peu bête, parce que la plupart, peut-être pas tous, parce que certains étaient déjà du milieu, mais la plupart étaient novices, que ce soit en dégustation, que ce soit en bière aussi. Et on a appris tous comme ça, on se regarde un peu, qu'est-ce qu'il va dire l'autre à côté. Et c'est assez bizarre, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais tu arrives avec tes convictions, tu penses que tu sais certaines choses. Non, on ne sait rien. Ah non, on ne sait rien, et on a beau être sorti de là. C'est pour ça qu'on est retourné à l'école. Et on a beau être sorti de là, on a toujours 1000 choses à apprendre. Ce sera tous les jours. Bien sûr. Je te propose de passer au jeu. Alors, les fidèles du podcast auront déjà pu le remarquer, mais j'aime bien faire des petits jeux un peu loufoques qui flirtent parfois avec l'absurde, et je ne vais pas déroger à la règle encore cette fois-ci. Je suis désolé d'avance pour nos auditeurs étrangers qui proviennent entre autres de Suède ou encore du Royaume-Uni. Oui, ça le fait. Donc je vous salue, et tous les autres évidemment aussi. Donc
je m'en excuse, mais le jeu va être ciblé sur la géographie belge. Ça pourra peut-être leur servir quand ils viendront visiter notre beau pays. Pas peut-être, certainement. Il faut les faire, les brasseries. Donc, mon cher Arnaud, toi qui es motard jusqu'au plus profond de tes tripes. Il paraît, oui. Il paraît. Connais-tu les distances qu'il y a entre nos brasseries belges? Alors c'est assez comique parce que si vous avez l'occasion de le regarder en vidéo, vous verrez évidemment la tête la tête d'Arnaud qui change. Je l'avais prévenu. Dépité. Je l'avais prévenu avant le podcast qui allait avoir un petit jeu. Je ne lui avais évidemment rien dit par rapport au jeu. Non, mais je vais te foutre une raclée. Ah ben moi je te fais rien, moi je t'énonce juste. Non, mais t'as été prêt au mal les kilomètres, moi. Ah ben évidemment, hein, j'ai fait ça comme un professionnel. Hein. Donc ce sera des distances que je donnerai en centimètres. Vous avez entendu. On fera la conversion. Donc j'avais prévenu, c'était loufoque. Petite précision, le chemin le plus direct a été utilisé, le moins d'autoroute possible. Ouais. Évidemment, c'est plus marrant hein, en moto. Ouais, non, l'autoroute en moto, il y a zéro intérêt. Oh, bah, pas, ouais. Il y a moins d'intérêt que dans un crédit, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, là, on est bien clair. Donc, je lance ce petit jingle et on fait ce petit jeu tout de suite. Alors, mon cher Arnaud, je suis là. Je suis parti, pas très très loin de chez toi, en fait, à la brasserie Léopold 7, qui est à Héron. Alors, c'est pas juste à côté, mais enfin, non, mais j'habite à une grosse demi-heure de là. Ouais, on n'est pas très très loin non plus. Est-ce que tu saurais me dire la distance qu'il y a entre la brasserie Léopold 7 à Héron et la brasserie de Dr Van de Courenard à Bar-le-Duc? Allez, combien est-ce qu'on met de fourchette? De fourchette, merci, je tombais plus sur... ça va te meilleur la fourchette, mais j'espère que ce sera pas en centimètres, parce que... non, allez, une dizaine de kilomètres? Par le chemin le plus court, ouais, pas de souci. Ok. Alors, ne me fais pas un procès, c'est le chemin le plus court via Internet. Pas de souci. J'ai pas fait tout le trajet, moi, pour voir si... je dirais donc une fourchette de 10 km, oui. Ouais. Allez, tu veux un indice? Il faut le temps estimé, c'est 2h05. Ouais, mais je sais, je m'y suis déjà promené par là, côté de Bar-le-Duc, et vu les plaques hollandaises, oui. Donc, oui, ça, je me doute bien. Alors, de chez moi, oui, ça va. Alors, je vais dire, honnêtement, un chiffre rond, mais qui sera certainement pas loin de la vérité, non? Alors sur le temps que Arnaud réfléchit encore un tout petit peu, oui. J'explique aux auditeurs qui ne connaîtraient pas la brasserie de Dr Van de Courenard. Je n'utilise pas. Il montre qu'il n'utilise pas son GSM. C'est une brasserie qui se trouve tout au nord de la Belgique. Alors c'est un peu spécifique parce que c'est une enclave belge qui se trouve aux Pays-Bas. Exactement. Donc la brasserie est bien sur le territoire belge, mais aux Pays-Bas. Une enclave belge, ouais, à quelques kilomètres de la frontière. Ouais. Dans le nord, ouais, pas loin d'Anvers. Alors dis-moi. J'allais dire un chiffre rond, mais je vais un peu me rabaisser mon pronostic, mais je vais dire 180 km. Oh là là là. Là, il aurait fallu beaucoup plus que 10 km. 121 km, monsieur. 121. Alors, t'es à la brasserie de Dr Van de Courenard. J'ai 60 km de crédit à te devoir. Alors, on fera la somme, on calculera après l'épisode. On lit bientôt. Tu remontes sur ta moto à la brasserie de Dr Van de Courenard et tu vas jusqu'à Saint-Bernardus. À Poppering. Ah, ça par contre, ça... oui, à Poppering, à Oost-Vleteren. Il y a West-Vleteren et Oost-Vleteren. Alors, petit indice, 4h07 pour oui, mais là, pas, mais ça, j'ai déjà une idée. 4h07. Alors, sache que parce que moi, je connais la distance d'une petite brasserie sympa qui s'appelle Westmaal, mais c'est pas la bonne, mais c'est sur le même truc. Elle sera pas dans le jeu. Et je sais bien que Westmaal et Saint-Bernardus, il y a 190 km.
Donc Westmalte, je vais dire 30, ça en a 220. Ah ben alors là, mon ami, 218. Bravo. Ah, Ça, c'est magnifique. Je suis bon encore. Ouais, là, Bien. super bon. Hein. J'ai rattrapé. Attention, Saint-Bernardus, on remonte sur la moto. Non, un petit coup. Ah, un petit coup. Attention, hein, t'es en moto, hein. Attention, un peu. Petit coup. Saint-Bernardus jusqu'à la brasserie du Borinage, à Boussu. À Boussu, oui, tout à fait. 2h06. De Saint-Bernardus, ouais, tac, oui. C'est de... Alors, si je peux me permettre, Ouais, tactiquement ça, je sais parlant, le premier, je t'ai dit 2h05. Ouais, mais les heures, ça n'a rien à voir. Attends, je t'ai dit 2h05. Ici, je te dis 2h06. Oui. T'as 10 km de fourchette. Donc, il y a moyen quand même que... Il me met pas du tout sur la piste. Hein. Non, pas du tout. Là, je dirais qu'il y a truc Boussu. Ouais, je vais dire 100. Non, je suis pas loin. Ah, t'es vraiment pas loin. 112. Allez, on va l'accepter. C'était 10, mais c'est accepté. Parce que j'hésitais entre 90 et 100. Mais... Attention, brasserie du Borinage à Bossu. On remonte vers Bostales. Oui. Où on brasse la Quack, la triple carmélite, Oui. et d'autres. Tac. À Buckenhout. Ouais. 1h42. Bah, il me met bien sur la route aussi. Hein. Merci Kevin. Je vais devoir des bières, hein, moi. Ça tombe bien. Je suis pas venu de ma ville. Mais là, 80, je dirais. Parfait, 83,9. De chez Bostales, pardon. Ouais, on avait compris. On va à la brasserie Boone, à Halle. Ah oui. Je l'ai pas, parce que moi tu vas dire, mais j'avais passé Dijon. Ah oui. J'étais aux hospices de Beaune. Ah oui, non. J'aime bien tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Faut pas Alors l'oublier. Boone, c'est... Ouais, non, excuse-moi. Boone, oui, à Halle. Tac, il y a un 30, 35, un truc comme ça. Ah, il y a un tout petit peu plus, 48,1. Il faut 1 heure pour y aller. Attention, là, c'est pas le plus grand écart, mais de chez Boone, tu pars chez Peak. Alors ça, c'est à Surbrode, c'est à l'extrême est de la Belgique, ouais. dans nos fagnes. Tout près du signal de Botrange. C'est ça. Oui, ça. 2h59 pour y aller. Ouais, et 2h59 pour revenir. Ben, ça dépend si tu retournes chez Boone ou pas. Tac. Là. Je dirais... Oh, pardon, excusez-moi pour le micro. Allez, je vais me jeter à l'eau. 160. Parfait, 169. Bah non. Si, je te jure. Alors, attention. Je préfère le 69. Bah, c'est une autre émission. Ouais, ça c'est un autre podcast. De chez Pic, on descend à l'abbaye d'Orval. Oui. Florentville. Bah, on y va. On est parti. On est parti. On peut plus là déjà. Oui, pas de souci. Donc, ouais, tac, scoreboard. Laissez-moi, j'ai mon GPS, pas très calibré. 2h20 pour y aller. Ouais, surtout que là, ouais, t'es pas mal. Je dirais 110. 137. Là, il y en a un tout petit peu plus. Sérieux? Et attention. Je suis plus près d'Orval que de Scoreboard. Parce que j'avais déjà regardé aussi. C'est pas exactement la même route en venant de chez toi, mais. Non, mais bon, voilà. Et alors, pour le dernier, évidemment, le dernier trajet, je t'ai gardé évidemment le grand écart. Tu pars de l'abbaye d'Orval. Je suis pas très souple, hein, les gars. Là, pour toi, je te promets que tu vas faire un fameux. Tu pars de l'abbaye d'Orval et tu vas chez The Halfman. À Bruges. Bruges. Florentville, Bruges. Et là, on en a pour 4h28 de trajet. Ouais, il n'y a pas de TGV. Ouais, non, c'est le plaisir de rouler en moto. Oui, là, c'est la grosse diagonale. C'est vrai que c'est pas loin au start, mais c'est pas loin. En kilomètres. Tac. Bruges. Allez, 240. Ah non. Là, par contre, t'es quand même un tout petit peu plus loin. 286 km. Ah non, just. Bah, tu vois, il faut dire en faire pour voir. Je vais devoir me faire pardonner, parce que mon GPS, alors là, il va plus très bien. Là, je ne te le montrerai pas, je te le montrerai après l'épisode, mais j'ai la carte et je le mettrai sur les réseaux sociaux. Je mettrai le tracé. Je vous laisse avec le petit jingle et on revient de suite avec la discussion autour de l'invité.
Alors, on se retrouve pour la discussion autour de l'invité. Ta deuxième grande passion, comme je l'ai dit dans l'énoncé du jeu, c'est la moto. Exact. Je pense que tu as déjà allié tes deux passions en ralliant différentes abbayes trappistes, par exemple. C'est déjà arrivé dans le passé, effectivement. Ouais. J'ai une question, moi. Est-ce que ce ne serait pas une idée d'organisation, ça? C'est une idée qui me trotte dans la tête déjà depuis quelques temps. Ça c'est vrai. Et ça va, je vais prendre le temps pour faire ça bien. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait cette année-ci, j'ai fait les 3 wallonnes, donc à savoir Orval, Rochefort, Chimay. Il se pourrait peut-être bien que prochainement je fasse un plus grand tour pour voir toutes les Belges. Ça fait un peu plus que 2 kilomètres, mais oui, je fais ça d'abord pour le plaisir de la moto, et je ne mélange pas les deux. Ça, il faut pas non plus déconner. On aime bien les bonnes choses, mais il faut les garder, rester en bonne santé, entier. Donc ça, non, j'aime bien les petits plaisirs, mais il faut être très très prudent là-dessus. Ou alors quand on rentre à la fin de la balade, ça on peut. Mais... Exactement, bien sûr. Là, il y a pas, je veux pas dire qu'il y a pas de limite. C'est jusqu'à ce qu'on puisse dormir. Hein. Après la balade, on dormira très vite. Donc oui, c'est un projet que j'ai peut-être déjà cette année-ci de rallier toutes les abbayes trappistes. Toutes. J'en fais une de plus. Pas à savoir qu'il y en a une de plus, ça c'est faux, du moins en Belgique. Mais anciennement, il y en avait 6 et techniquement parlant, et ça s'est décidé il y a quelques mois d'ici, malheureusement, il y en a plus que 5. Mais par principe, je vais vous fuir les 6, à savoir que c'est l'abbaye trappiste où on fait l'Achel, ou l'Achel, comme vous préférez, donc vraiment dans le Labour, au nord du Labour, belge, pas la ville de Labour, qui se trouve dans la région liégeoise, tout près de Verviers. Et donc apparemment, ils n'ont plus l'accès à avoir la certification trappiste pour peut-être quelques détails, mais bon, pour le moment, une période peut-être temporaire, j'espère pour eux. Ouais, il semblerait que ils peuvent plus l'appeler comme ça, quoi. Les 2 moines qui restaient à l'abbaye sont partis à Westmalle, donc. Oui, je ne connais pas le mercato des trappistes, malheureusement. Le mercato. Mais oui, il y a sûrement eu des petits changements dans l'organisation, et puis ils sont obligés de prendre de la main d'œuvre qui ne sont pas forcément des ordres religieux pour faire leurs produits. Du moins, j'en connais pas toutes les raisons, mais c'est peut-être une des raisons. Espérons qu'ils reviennent sur les marchés des trappistes, parce que voilà, on n'en a pas beaucoup, et il faut les garder. Ils font partie de l'histoire aussi de la bière, et puis de l'histoire des trappistes à part entière. Donc espérons qu'ils reviennent. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi de pouvoir échanger avec les brasseurs que tu rencontres? On parle de quoi quand on a l'occasion d'échanger avec ces brasseurs? On parle de quoi? De bière. On parle que de ça. On parle de bière, oui. On parle pas seulement de la pluie et du beau temps, parce que dans une brasserie, il fait toujours bon. Ça, c'est sûr. Mais on parle de quoi? Ce que j'ai remarqué depuis que je fais un petit peu, depuis que j'ai un peu de contact et de connaissances dans ce milieu-là, c'est que forcément un brasseur, et du moins l'équipe qui est autour, une brasserie en général, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais sont souvent pas braqués, mais ils sont focalisés sur leur production, ce qui est normal en soi, ça c'est normal, mais ils n'ont pas forcément tous l'habitude d'aller goûter ce qui se passe ailleurs, juste par curiosité, par intérêt, ou ils n'ont peut-être pas le temps de le faire, hein. Soyons clairs, une brasserie c'est pas des erreurs de bureau, hein. C'est des heures et des heures, pour la plupart une passion avant tout. Et moi, ce que j'aime bien parfois, c'est de faire découvrir certains produits, pas dire très particuliers, mais qui ont des spécificités assez précises, et le faire goûter à certains brasseurs, etc., d'en avoir leur avis, parce qu'ils baignent toute leur journée, toute leur semaine dedans, etc. Moi, c'est pas forcément mon cas. Je le fais vraiment à titre récréatif pour le moment, en partie. Et moi j'aime bien d'avoir cet échange-là. C'est vrai que goûter leurs produits, forcément, ça se fait. Demander un peu parfois l'aspect technique de leur réalisation, etc. Mais surtout, parfois, moi j'aime bien la notion de partage partout où je vais,
le but c'est de découvrir de la bière, etc. Ou d'en goûter. Quand je connais les personnes, etc. J'aime bien d'apporter aussi quelques produits qui sont sympas, les dernières petites trouvailles du jour, ou du mois. Donc oui, voilà, j'aime bien partager un peu tout ce domaine-là avec eux. Ouais, c'est souvent des gens qui aiment partager, forcément. Oui, comme on le disait, s'il n'y a pas de partage, il y a de partage de sensations, de feeling, de connaissances aussi. Parce que là, il faut le monde des brasseurs, la brasserie, de fabrication, on ne parle pas de la brasserie des grossistes, même s'ils sont importants aussi. Mais c'est un monde assez solidaire entre eux. Ils échangent aussi en permanence, même dans l'Europe. Il y a pas qu'en Belgique qu'on échange, mais il y a des brasseries belges qui échangent avec des brasseries européennes ou même dans le monde, etc. Et c'est parfois il y a même des collaborations qui naissent comme ça. Et il faut ça enrichit tout le monde, les différences et les différentes manières de faire de la bière, les différentes techniques des différents ingrédients qu'on y met, de parler à la culture de chacun. Il faut échanger, c'est primordial. Sinon, on ne sait pas. La création est moins facile, pas dire impossible, mais c'est primordial dans notre secteur. Ouais. Est-ce qu'on ne se resservirait pas à petit coup? Est-ce qu'il fait pas sec, mon ami? Il fait pas encore totalement sec, mais non, le taux d'humidité, bientôt, on risque de ne plus vivre. Voilà. Alors moi, si je peux me permettre, pour avoir goûté un tout petit peu la bière au fur et à mesure de l'épisode, cet aspect métallique, malheureusement, je le retrouve, et quelque chose qui m'étonne un petit peu avec cette bière-là aussi, bien que ce soit agréable à boire, hein, mais pour le taux d'alcool, je trouve que la rondeur n'est pas spécialement au rendez-vous. Ça ne prend pas la bouche comme certaines bières de ce degré-là. Oui, c'est vrai que la fin de bouche est assez, je veux dire, assez nette. Et je viens juste de la goûter du dernier service de ce merveilleux breuvage que m'a servi Kevin. Donc, je viens juste de la goûter à l'instant et j'ai l'impression, plus techniquement là, c'est que vraiment il y a sur la fin vous avez la rondeur du caramel qui vient embellir, mais brusquement c'est pour essayer de vous faire comprendre, que vous ressentez un peu le phénomène, c'est que les tanins du vieillissement, comme ça a été des vieillissements en fût de Bordelais, l'impression que ça vient un peu stopper cette rondeur là, quasi net sur 4-5 secondes, pas que ça plonge et après vous avez plus rien. Parce que en général sur un scotch vous avez une bière fortement sucrée et là c'est une coupure un peu plus nette. Là ça fait des nombreuses particularités de ce genre de bière à mon avis. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas une longueur en bouche non, pas fulgurante, non. Et même chose, on en a pas parlé, on a parlé de l'acidité tout à l'heure, mais on n'a pas parlé d'amertume. Il n'y a pas une amertume. C'est pas maintenant. Non, l'amertume, même si normalement un scotch, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va une fin caramel pour la plupart, un scotch normal. Il n'est pas un scotch vieilli. Mais la caractéristique du scotch, vous savez bien, c'est une bière assez noire, d'aspect assez noir. On ne voit pas à travers. Et donc c'est fait par les maltes très torréfiés. Donc on a il y a le côté sucré, mais il y a aussi une amertume qu'on retrouve du grain. Donc c'est-à-dire le houblon sur ces genres de bières là, on n'arrive pas forcément à le distinguer, très difficilement du moins. Mais par contre on sent toute l'amertume du malt d'orge, côté café, chocolat noir. Et c'est vraiment les scotch, c'est vraiment ce mélange entre la rondeur du caramel, de la sensation caramel, et de cette du goût café, chocolat noir. Ouais. Bon, maintenant qu'on a regoûté un petit peu, je continue mes questions, sans rentrer vraiment dans des débats philosophiques. Pas aujourd'hui. Non. Ce sera off. Quelle est payer pour ça. Quelle est ta vision sur le monde brassicole d'aujourd'hui, et surtout comment vois-tu l'avenir? On parle souvent de bière tradition en Belgique, enfin de tradition même brassicole en règle générale.
On a parlé tout à l'heure de la brasserie expérimentale avec Johan et Christophe, Oui, exact. qui tentent des choses. Enfin, Bien sûr. Est-ce que c'est pour toi les années futures, est-ce que ça va aller vers justement ces découvertes, ces expériences et tout ça, ou la Belgique va quand même rester toujours dans ses, comment dire, dans son histoire en fait, avec tout ce qu'on a pu accumuler pendant des siècles. Bah, il y a un peu deux aspects. Le fait, c'est que tout comme l'histoire de notre pays et d'autres cultures, que il faut pas oublier d'où on vient. Donc il y a encore une très forte tradition belge, ils ont encore un caractère très fort. Et il faut il faut le garder parce que ça fait partie de l'histoire brassicole belge. C'est ce qui nous différencie aussi, c'est ce qui nous renforce notamment à l'étranger, parce qu'on a les bières belges en général, hors de nos frontières, ont beaucoup de succès, tels comme le chocolat belge aussi et d'autres choses. Donc il faut en être fier, et il faut le travailler aussi, il faut le perdurer. Mais néanmoins, sur la nouvelle, je veux pas dire la nouvelle scène, mais depuis petite vingtaine d'années, surtout depuis une petite dizaine d'années, on voit émerger de plus en plus de microbrasseries à tous les coins de la Belgique, ce qui est très agréable, surtout que c'est pas forcément très onéreux, du moins pour commencer à faire de la bière. Je vais pas dire faire d'une grosse production, faire de la masse, mais à faire de la bière, c'est très accessible. Par mesure d'une bonne vingtaine de litres, nous entendons le bien, pas pour remplir un camion. Et donc il y a une belle vague qui a commencé à se former, à mon avis, fin des années 80, fin des années 90, début 2000, où il y a eu vraiment une poussée de création, de mise en place de nouvelles microbrasseries, etc. dans tous les coins. Certaines ont perduré, certaines sont là, ont pris une place assez conséquente, parce qu'elles font pas mal de bonnes choses. Et on peut même parler parfois même de nano-brasseries, vraiment des beaucoup plus petites productions. Et ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, il y a certaines microbrasseries qui, je vais dire, risquent un peu moins, sans être péjoratif, parce qu'il en faut. Il faut laisser sur les anciennes traditions. Mais il y en a d'autres, par contre, qui font des produits inédits, n'ayons pas peur des mots, et souvent de très bonne qualité. Et genre comme des stouts à la framboise dernièrement, encore un petit clin d'œil à l'expérimental, mais il y a pas que ça, et il y a pas que. Et je trouve ça d'abord surprenant. J'aime bien le fait de risquer, d'innover, parce qu'on a le pouvoir de le faire, parce qu'on a une très très bonne technique brassicole. Et notamment, vous avez aussi les produits sur les cités de chez de la brasserie liégeoise. Ils ont une bière qui s'appelle la Cassis Menthe. C'est la Légia qui font depuis des années. Ils font Cassis Menthe sans juste ajouter ces essences-là, ces saveurs-là dans leur brassage, sans ajout de sucre, rien du tout. Et ils l'ont travaillé, mais ça se trouve pas à tous les coins de rue. Et j'aime bien ces démarches-là, essayer de tenter de nouvelles choses et pas avoir peur du ridicule, parce que le ridicule ne tue pas. Faut pas en avoir peur. Ouais. Je suis bien placé pour le savoir. Kevin certainement aussi. Je vois pas de quoi tu veux parler. Et il faut vraiment un mec qui dans ce sens-là. Mais surtout en tant que Belge, il faut même le cultiver. Mais c'est vrai, tu as raison. Alors c'était pas innocent ma question. Ici en Belgique, si on veut creuser un petit peu, on peut évidemment voir le côté historique, mais on a aussi le côté créatif qui se développe. Il faut juste pouvoir ouvrir les yeux en fait. Exactement. Quels sont tes styles de bière que j'appellerais plaisir? Je sais qu'en tant que zytologue, tu es amené à goûter de tout, mais quels sont tes styles qui te font envie, vers où tu vas pour vraiment te faire plaisir? Moi le plaisir que j'ai, le style de bière que j'y vais les yeux fermés, parce que bien souvent je vais retrouver des choses que j'aime bien. Moi j'aime bien le côté
j'aime bien le côté des bières vieillies, donc madérisées, mais aussi plus spécialement des bières qui sont enfûtées, soit dans les fûts d'alcool. Ici, c'est le cas avec le scotch de Sully qu'on est en train de déguster à l'instant, donc en fût de vin, en fût d'alcool aussi, comme c'est très bien le faire, c'est certaines personnes de chez nous, notamment la brasserie Mine, comme j'ai cité auparavant. Et les yeux fermés, je vais plutôt sur les bières en général plus fortes, donc en général minimum ambré, peut-être pas triple parce que ça peut-être pas, même si ça se fait sûrement, mais ça peut-être pas autant d'intérêt, mais surtout des bières brunes, si pas noires, qui sont réenfûtées en divers fûts de production, genre donc des alcools genre eau de vie, etc., ou alors des vins, certains vins, donc ça peut être Bordeaux, Pinot Noir ou des vins de Chardonnay aussi. J'ai déjà goûté certaines bières ambrées des Nord de France, vieillies en fût de Chardonnay, j'étais tombé le cul par terre honnêtement. Et ou alors d'autres bières sont vieillies en fût de whisky, de cognac, de Calvados, d'Armagnac, tout ce genre de bonnes choses que j'aime bien découvrir. Vraiment, je veux pas dire en abondance, mais en abondance au niveau référence, j'ai très facile à aller vers ce genre de produit-là. Ouais. Et alors, j'ai une dernière petite question avant de clôturer ce podcast. En tant que zytologue, la classification des styles est-elle importante ou alors c'est un frais à la créativité? Je t'explique un peu ma question. J'ai déjà entendu plusieurs fois des brasseurs dire que essayer de suivre un style, c'est se brider en fait. Donc pour toi, est-ce que c'est important? Alors j'ai volontairement mis le terme zytologue dans ma question. Parce que, enfin, je t'expliquerai pourquoi après, mais est-ce que c'est important pour toi? Je comprends le sens de la question, il n'y a pas de souci. Je pourrais éventuellement y répondre facilement aussi. D'accord. Dis-moi ouais. sur ma façon de voir les choses. Dis-moi. Je suis divisé, on va dire ça comme ça, à savoir que pour le consommateur, non, je veux pas dire que c'est pas nécessaire, ça peut donner une indication, mais pour le commun des mortels, on va dire, à part pour l'amateur de bière qui commence tout doucement un peu à s'y connaître dans le domaine. Mais pour la plupart des gens, je veux pas dire que ça veut rien dire, ils peuvent s'informer de ce qu'ils voient mentionné sur les étiquettes, etc. Forcément, ça à titre indicatif, ça pourra mettre sur la bonne voie du choix du produit. Mais c'est important, de l'autre côté, ça l'est. Sans là, il faut pas se brider et se forcer à faire un style de bière. Il faut faire d'abord un produit qu'on aime bien, une idée qu'on a de base. Mais histoire de faire éventuellement une recette et d'élaborer un produit pour en arriver là, je suis partagé honnêtement, parce que voilà, c'est rentrer dans des cases, etc. Moi, je suis pas forcément une personne qui aime bien ça. Il faut d'abord s'exprimer. Après, voilà, on verra ce que ça, de quoi résulte la recette ou l'élaboration. Ben voilà, déjà la caser ou vouloir faire un produit spécifique. Oui, forcément, on a déjà une direction, mais il faut pas non plus se brider. À savoir que les bières, il n'y a pas seulement blonde, brune, ambrée, noire ou gueuse. Il y en a des dizaines, des très grosses dizaines de styles de bière, de classification de bière. Là, c'est juste une importance au niveau des différents concours qui sont organisés dans le monde pour vraiment savoir départager, bien placer différentes bières. Vous n'allez pas juger d'un scotch comme ici en parallèle avec une gueuse ou en parallèle avec une blonde. C'est complètement c'est hors sujet, c'est infaisable. Donc pour ça c'est important, mais pour vraiment, encore une fois, moi je suis pas brasseur, je suis seulement zytologue, donc je peux pas non plus pour ma vision des choses. Important, ouais, 50-50. C'est important pour nous, pour le secteur brassicole, oui. Pour le consommateur, ça, c'est une indication quand il la comprend, mais c'est pas forcément très important, je trouve, pour celui qui va la goûter.
tout en sachant que parfois, je veux pas dire parfois ça peut être mené sur d'autres voies, parce que parfois, je veux pas dire qu'on peut être trompé, on n'est jamais trompé, mais je prends un exemple plus que flagrant, on va dire ça comme ça. Comment je vais dire, IPA, donc si vous le savez pas, ça veut dire Indian Pale Ale, grosso merdo, excuse-moi de description du mot, mais en fait c'est juste une bière qui est plus chargée au houblon. Mais la plupart des gens, je dis pas tout le monde, mais la plupart se font parfois de fausses idées là-dessus. Et parfois nous en premier, parce que IPA, en général, on dit plus houblon, plus amertume. Ben non, ça veut rien dire. Parce que il y a pas que de l'amertume dans le houblon, l'autre là. Il y a bien d'autres choses. Et parfois justement le côté amertume, ben vous l'avez pas. Vous avez plutôt un côté floral. Et à ce moment-là, soit celui qui achète le produit, dit j'ai une IPA, j'adore l'amertume, il faut que ce soit bien chargé. Il va goûter ça, il va dire mais c'est quoi cette dope, qui n'en est pas une. Mais voilà, il faut parfois connaître les subtilités et parfois le facteur ou voilà le secteur de la bière, du moins voilà Scotch, Ambré, Pale Ale ou quelles que soient toutes les autres bières possibles et inimaginables. Ça peut être une indication, mais cela vous ne devez pas être basé que là-dessus pour choisir une bière. Et puis il faut un peu de fantaisie, un peu de curiosité. Et même si vous avez dégusté une bière que vous appréciez pas, c'est pas la fin du monde. C'est comme ça, c'est une expérience à vivre. Ouais. Moi, c'était, je me permets d'un peu expliquer ma vision. T'es chez toi quand même. Oui. Moi, c'était plus par rapport au choix. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit connaître tous les styles. Je ne fais vraiment pas le malin avec ça. Je ne connais pas tous. Non, ce que je veux juste dire, moi, c'est que bien souvent, on fait une dégustation et ce qu'on appelle une dégustation hédoniste. On dit j'aime ou j'aime pas. Alors, c'est complètement différent de dire j'aime ou j'aime pas, ou de dire la bière est bonne ou pas. Exactement. Parce que là du coup, en disant la bière est bonne ou pas, il faut justement se référer à quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'il faut abandonner la créativité, c'est pas ça. Mais c'est voilà, quand on annonce stout. On ne doit pas avoir une lagueur ou en fait, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est qu'il y a un petit souci là. Même en gros. Non, voilà, moi j'apporte quand même une certaine importance à savoir dissocier la qualité du produit et les émotions qui leur sort. En somme, tu vois, si t'achètes une gueuse et tu dis j'aime pas, c'est acide, oui forcément, mais t'es au courant, gamin. Mais voilà, c'est juste là que je dis que c'est quand même relativement important de savoir vers où on va. Ça peut donner une indication, mais ça doit pas être que ça, quoi. Ouais. Et bien voilà, on arrive tout doucement. Encore quelques instants quand même, c'est sympa quand même. Écoute, on va faire l'année. on va refaire les remerciements. Je ne sais pas si tu veux d'abord ajouter quelque chose. Oui, je vais prendre la perche parce que on va me la retirer dans quelques instants. Donc je saisis la balle au bon, restez avec moi encore quelques heures, ça ira bien. Non, je rigole. Mais non, en fait, juste un petit guillemet, si j'ose dire. Tout à l'heure, je parlais d'un caviste lillois. Qui se reconnaîtra s'il verra la vidéo, mais dont je vais citer le nom parce qu'il faisait partie aussi de la formation qu'on a suivie il y a déjà, je vais pas dire quelques années, c'est quelques années, mais c'est comme si c'était hier. Et donc c'est Vincent Beaumont qui est situé à Lille avec sa cave à bière, pardon, excusez-moi. Lapsus, tu nous tiens. Donc le houblon gourmand sur Lille. C'est avec lui que je fait une petite collaboration, etc., et qui va sûrement s'intensifier dans les mois qui viennent, parce qu'il va faire une venue sur la Belgique pour que je puisse lui faire découvrir certaines brasseries dont il aime les références, entre autres. Et oui, je voulais juste le citer, parce qu'il sera peut-être, je lance même une invitation, c'est plus à Kevin de la lancer, mais ce serait pas impossible que vous le voyiez à ma place prochainement, on verra, dans le domaine du possible.
Et allons savoir, peut-être avoir la chance de pousser les portes avec ton équipement adéquat pour aller rendre visite à la brasserie de l'Expérimental, comme on en a parlé quelques fois durant cette émission. Donc voilà, si Christophe Leroy ou alors Johan Riga, que l'on connaît, s'il voit ou entend parler de ça, on peut éventuellement faire quelque chose si ça vous dit. Kevin sera sûrement apte à faire quelque chose de bien avec vous, je l'espère. Je ne voudrais pas voter la mèche, mais c'est quand même... C'est signé. C'est pas signé. C'est prévu, alors. Monsieur Vincent, c'est quasi fait. Johan, il faut que je le recontacte. J'avais contacté l'année dernière. C'est bizarre de dire l'année dernière, alors que ça fait une quinzaine de jours, 15-20 jours, mais on doit se recontacter, mais voilà, on donne déjà des infos sur la suite, ouais, mais on sera une petite boîte, une belle petite boîte, certainement. Ça doit se faire. Je ne sais pas encore comment on va goupiller ça, mais ça doit se faire. Écoute, merci à toi d'être venu aujourd'hui et de nous avoir parlé de toi et de tes passions. Merci de m'avoir invité, surtout. C'était un agréable moment, une première expérience pour ma part. Donc, j'espère que j'ai rempli le contrat du mieux que je pouvais. Relever haut la main. Et dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas. On te souhaite évidemment plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Je ne sais pas si tu as des réseaux sociaux ou site internet. Non, j'ai juste une petite page sur Facebook, donc AR Pivot Apport, et vous pouvez me suivre aussi sur la page Facebook à mon nom, donc Arnaud Radou. Je suis sur les réseaux aussi. Je dis pas que je suis le plus actif, mais bon, je mets certaines choses de temps en temps, ça m'arrive. En tout cas, il y a moyen de te contacter via le Facebook. Oui, via Facebook assez facilement, il y a aucun souci. Ok. Je ne sais pas si tu m'autoriseras à le faire, mais sinon on met en description du podcast si tu veux. Pas de souci. Vous pouvez évidemment vous abonner au Code de la bière patrie sur Instagram. Il y a également une page Facebook. Vous pouvez réagir et interagir avec moi sur les différents épisodes. Je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé Arnaud. Santé, bonne année encore.